Érigé en département le 5 octobre 1992, à la suite de l'éclatement de l'ancien département de la Mifi, le Kunki, qui signifie en Bandioun, colline du charbon, en référence à la colline qui abrite l'Institut universitaire de technologie Photo-Victor de Bandioun, est entouré par les départements du Ndé au sud, des hauts plateaux à l'ouest, du Noun à l'est et de la Mifi au nord. Le département du Kunki s'étend donc sur une superficie de 355 km² pour une population d'environ 65 000 âmes, suivant les résultats du dernier recensement général de la population. Avec 183 habitants au km², ce département compte 3 arrondissements, Oumenié, Bayangam et Djebem, et 5 groupements, Bandioun, Bayangam, Batoufam, Badrefam et Mbangan-Fondji. Notre département est créé depuis octobre 1992. C'était d'abord l'arrondissement de Bandioun qui a donc été érigé en département du Kunki. Localement, c'est un département dont le tissu est faible, mais au niveau national et au niveau international, les grandes élites de ce département ont marqué d'une empreinte l'économie du Cameroun. Il fait bien vivre à Bandioun. Ce sont des populations qui sont accueillantes, des populations dynamiques. On pourrait copier bien des choses dans la façon de faire des populations de Bandioun, mais également leur apporter aussi ce qui constitue la spécificité d'autres localités. Le département de Kunki appartient à l'ensemble géographique des hautes terres de l'Ouest. Et comme cet ensemble géographique, il bénéficie, si vous voulez, d'une altitude élevée. Ce département est situé à une altitude comprise entre 900 dans le secteur de la vallée du Noun et 1700 du côté peut-être de Bayangam. Et donc une altitude élevée, département qui bénéficie aussi du fait de cette altitude élevée d'une relative fraîcheur de son climat. Et c'est aussi un département qui, sur le plan des paysages géographiques, conserve encore le bocage. Si vous voulez, ce paysage très typique de l'ouest du pays, du Cameroun, du pays bamileke, qui a fait d'ailleurs la renommée du pays bamileke, y compris à l'extérieur. Et c'est un paysage aussi dont la végétation est surtout très anthropisée, c'est-à-dire porte la marque de l'homme, dans la mesure où la végétation originelle forestière a disparu, et donc les hommes font des efforts pour reboiser, à travers, par exemple, le bocage et aussi à travers des boisements d'eucalyptus qui, finalement, fournit non seulement le bois de charpente, mais aussi, si vous voulez, le bois de cuisine. Avant de connaître la paix, au lendemain de la proclamation de l'indépendance, les populations du département du Kunki ont vécu l'enfer du maquis, passant pratiquement des nuits entières en brousse, à la belle étoile et à la merci des fauves. C'est au quotidien et en nombre qu'elles ont été massacrées, qu'elles ont vu leurs cases volées en fumée, ainsi que leurs chefferies. Un douloureux souvenir qui est loin, 50 ans plus tard, d'être oublié. À partir du moment de 55, les Mbangan-Fondji ont vécu une période trouble. Ce qui a fait que la pression de maquis chez nous, la pression des villages voisins, quand il y a eu l'affluence de maquis dans le temps, les voisins ont profité pour faire la pression à Mbangan-Fondji. De sorte que les Mbangan-Fondji, ayant perdu plus d'une, je ne peux pas citer les gens, par la pression des maquis, on les a tués à Hoc. Les Mbangan-Fondji ont abandonné leur village avant l'indépendance. Nous, on a vécu la période du maquis. Donc si je partais en 59, c'est que depuis 55, j'étais là.
J'étais dans le Mungono, on dormait sur les bananiers, parce que les UPCistes luttaient pour l'indépendance. La chefferie Banjoun a été incendiée dans la nuit du 24 février au 25 février 1959. Vous devez comprendre que nous sommes restés traumatisés par ce triste événement qui était dû, en fait l'incendie était un incendie criminel à la gloire de ceux qui avaient mis le feu. Il était bien clair que c'était les sympathisants de l'UPC. Batoufam a été tristement marqué par cette période parce que c'est vrai, si vous analysez l'aspect physique de cette chefferie, vous trouverez que la majorité ou toutes les pièces ont été reconstituées. Tout a été reconstitué plutôt qu'au départ. Donc ça veut dire que ce qui a beaucoup plus marqué cette chefferie et tout le village, c'était... on avait calciné la chefferie avec des hommes. Cette chefferie a perdu tout ce qu'elle avait de précieux et en hommes aussi, elle a perdu beaucoup d'hommes dans cette période trouble. Les grosses têtes ont été capturées, ils ont été assassinés à la place du marché pour servir d'exemple aux autres. C'est des histoires qui ne sont pas trop gaies à raconter. Lorsqu'on raconte l'histoire de Macky, on ne sait pas si c'était pour des raisons politiques ou si c'était beaucoup plus des règlements de compte. Je me rappelle aussi les crânes des jeunes Camerounais exposés au marché B, sur la route. Alors, nous étions jeunes, on voyait ces crânes, on ne savait pas trop. On savait qu'on avait tué des gens dans le maquis. Pour nous qui étions ici à l'ouest, nous avons vécu le maquis. J'étais tout petit, je devais avoir autour de 8 ans. Pratiquement, on ne dormait pas à la maison, il fallait sortir pour aller dormir sous les rafias. Ils ont vraiment combattu pour cette indépendance. Camerounais, Camerounaises, le Cameroun est libre et indépendant. L'indépendance, comme la liberté, est un bien qui se conquiert et se reconquiert chaque jour. Et personne n'est de trop pour la défendre, la fortifier, la préserver de toutes ses forces et de toute son âme. Camerounais des villes, des villages et des campagnes, nos cœurs battent aujourd'hui ensemble d'un même rythme. Notre drapeau national flotte partout au vent de notre joie. Vive la liberté, vive le Cameroun indépendant. Bien que marquées par le fer rouge de cette douloureuse étape de l'histoire de notre pays, les populations du conquis se sont battues jusqu'au sacrifice suprême, pour la plupart, pour que notre cher et beau pays le Cameroun accède le 1er janvier 1960 à l'indépendance. 50 ans après, ils sont nombreux, ces fils et filles du conquis, qui s'en souviennent comme si c'était hier. Je me souviens que à l'arrivée de l'indépendance dans notre beau pays, le Cameroun, le 31 décembre 1959, et compte tenu un peu de l'insécurité qui chuchotait par-ci par-là, à Newbel, j'avais passé ma nuit plutôt chez l'un de mes fournisseurs grecs, la maison Trianda, Philidis et Jacobides. 1er janvier 1960, j'étais à Bamayo. Tout le Camerounais, à partir de 10 ans, l'attendait. Camerounais, Camerounaises, nous sommes indépendants. Tout le monde de Bassa, Ewundo, Bamileke, Awoussa, tout le monde dansait. Indépendant, indépendant, indépendant. C'était chaud. D'autres posaient la question. Sans les Blancs, comment on va vivre? On était fiers. Le jour de l'indépendance, ouais, on nous a amené défiler à Bafoussa, mais c'était la peur au ventre. C'est à cause de cette date que j'ai pris connaissance de ce que veut dire l'indépendance. Bon, quant à sa signification particulière, c'est une date qui a marqué l'histoire de notre pays, surtout douloureusement.
J'ai vécu ça, j'étais à Paris, j'étais parti d'ici le 24 décembre 1959, donc nous avons fêté ça à Paris. Ce 1er janvier me rappelle donc toute cette joie d'être libre et indépendant, mais aussi le droit de ne pas oublier ceux qui sont morts pour cette indépendance. Parce que l'indépendance du Cameroun au sud du Sahara, nous avons été un des rares pays d'Afrique noire à avoir pris les armes pour avoir l'indépendance. Écoutez, le 1er janvier 1960 consacre la fin de la domination oppressante que l'administration coloniale, allemande tout d'abord, puis française et anglaise, a exercé pendant 76 ans sur notre pays, le Cameroun. Ce jour, c'est celui à partir duquel les Camerounais ont pris en main leur destin, comme on a l'habitude de le dire. Le jour à partir duquel les Camerounais ont eu la charge de gérer eux-mêmes leur pays sur les triples plans économique, politique et social. C'est à partir de ce jour que les Camerounais ont retrouvé leur liberté, qu'ils ont appris véritablement à vivre, si vous voulez, en frères, parce qu'à l'époque coloniale, ils étaient l'objet d'un certain nombre d'interdits de la part des colons occidentaux. Avec l'actualité qui est la commémoration des cinquantenaires de l'indépendance et de la réunification du Cameroun, certains fils du département du Conquis, à l'analyse froide, estiment qu'en 50 ans d'indépendance, le Cameroun n'a ni connu de paix, ni connu de stabilité, et encore moins de progrès. Jusqu'en 1975, voire 80, avant de mettre fin, toujours dans l'indépendance. De 1980, maintenant que Macky prend fin, le banditisme, les voleurs ont pris la relève. Et le pays, et ceci, toujours dans l'indépendance. Nul d'entre nous n'ignore ce que les bandits, les braqueurs sont en train de nous faire dans le pays aujourd'hui. En 1960, le produit intérieur brut par tête d'habitant du Cameroun était supérieur à celui de la Corée, était supérieur à celui de Singapour, était supérieur à celui du Ghana. La plupart de ces pays sont actuellement des pays industrialisés, pour ne pas dire simplement émergents. Tous nos malheurs viennent de la démission de nos élites qui ne comprennent pas leur rôle dans leur milieu, qui pensent que ils sont là uniquement pour utiliser leur milieu comme tremplin pour se promouvoir un statut social. C'est honteux, c'est pas ça le rôle des élites. C'est pas dans ce sens que Dieu a créé l'élitisme, c'est Dieu qui a créé l'élitisme. Je m'inquiète très souvent parce que le secteur privé chez nous reste très peu développé. On a plus ou moins comme impression que les détenteurs de capitaux préfèrent se les réserver dans des comptes bancaires que d'investir pour que ça permette d'absorber la masse de main-d'œuvre non utilisée qui existe chez nous. Le jour où on sera capable d'investir toute cette somme qui dort dans nos différentes banques, je crois que la jeunesse camerounaise pourra sourire. Au-delà donc de cette liberté d'expression qui fait partie des acquis du cinquantenaire et qui du reste permet tout de même de comprendre que tout n'a pas été rose en un demi-siècle d'indépendance, certains hommes d'affaires affirment pourtant que c'est grâce à la paix, la stabilité, qu'ils ont réussi à monter des affaires qui prospèrent aujourd'hui. Depuis 50 ans, indépendant, vraiment, je fais des choses que
avant indépendant, même si j'étais riche n'importe comment, je ne pouvais pas le faire. En 69, j'étais d'abord commerçant. Et je profitais pour devenir importateur. Et aujourd'hui, je suis industriel. Et je suis en même temps l'homme politique aujourd'hui. Si ce n'était pas indépendant, je ne pouvais pas quitter mon pays pour aller ceci, cela. C'est en travers de mon pays, ce que je fais dans mon pays, que je suis allé ailleurs. Hein, ça veut dire que mon fondation, c'est ici. Hein, j'ai commencé à bâtir au Cameroun. J'ai fait de mon mien. Hein, même s'il m'arrive quelque chose aujourd'hui, je ne peux pas regretter. Hein, j'ai eu ma part, hein, d'indépendant. Notre pays, depuis l'indépendance, vit dans sa stabilité grâce aux deux présidents du Cameroun, qui ensuite marchaient comme vers le Camerounais, et nous réjouissons de cette paix, de cette stabilité jusqu'à présent. Pour moi déjà en tant que jeune, pour moi en tant que citoyen camerounais, j'ai un seul mot qui me revient en tête, c'est la paix. Pour moi, je pense que ces 50 ans que nous célébrons aujourd'hui, c'est véritablement la consécration de la paix et de l'unité au Cameroun. En 50 ans d'indépendance du Cameroun, j'ai été marqué par la paix, la stabilité, la force de nos institutions, toutes choses qui ont entretenu un climat favorable au développement de notre pays. Le premier fait qui m'a marqué, c'est d'abord la réunification du Cameroun en octobre, je crois, 1961. Et puis, un fait sur lequel on ne saurait passer sous silence, c'est la cession de M. Paul Biya à la magistrature suprême. Et un autre fait, c'est la loi de 90 qui a permis qu'il y ait retour au multipartisme. Un autre fait non moins important, c'est que avant on n'avait qu'une seule université, l'Université fédérale du Cameroun. Et en 50 ans, vous constatez avec moi la diversification des universités d'État. Un autre fait, et pas le moins important, c'est l'atteinte du point d'achèvement, l'initiative PTTE. Et on ne peut pas ne pas parler de la rétrocession de Bakassi au Cameroun. Ça, c'est un fait très très majeur. Et puis, je m'en voudrais si je ne parlais pas de la loi, pourtant élégante. Avant indépendant, la première décoration que j'ai eue, je vais vous dire, j'étais mérite camerounais de 3e classe. Et aujourd'hui, j'ai toutes les décorations, je peux dire. Mais c'est grâce à Indépendant. Avec une élite dynamique, entreprenante et financièrement assise, le département du Conquis a connu en 50 ans un développement remarquable. Quand vous traversez Banjul, toutes ces réalisations, c'est quelque part, il y a la volonté, et ces Banjul ont fait par amour de leur terroir. Quand on aime son terroir, imaginons-nous maintenant que tous les hommes d'affaires, tous les opérateurs économiques venaient à donner un peu, à faire des dons, à œuvrer pour le développement chacun de son village natal. Comprenez donc, la résultante, ce serait un développement harmonieux de l'ensemble du Cameroun. À l'heure actuelle, on voit bien que le département de Conquis porte un certain nombre de réalisations, et surtout l'habitat, que le paysage est truffé de résidences qui occupent de plus en plus d'espace, au détriment, si vous voulez,
de l'espace agricole. Et si les constructions se poursuivent au rythme que l'on connaît actuellement, il y a fort à craindre finalement que dans 50 ans, le département de Kounki ne soit entièrement truffé par des résidences, et là encore, au détriment, si vous voulez, de l'espace agricole. Et si tout l'espace d'un département aussi peuplé et à fort dynamisme démographique comme le Kounki est entièrement occupé finalement par les constructions, où est-ce que l'on trouvera peut-être de la nourriture? Peut-être à ce moment-là, le Kounki pourra malheureusement importer, si vous voulez, des vivres. Il faudrait peut-être voir si l'avantage est à mettre en place des résidences. Mais est-ce que ces résidences-là sont occupées? Je crois que le problème aussi, c'est que ce sont des résidences secondaires, donc qui ne sont pas la plupart du temps occupées, qui sont des réalisations de l'élite du Kounki qui vit à l'extérieur, dont il y aurait à choisir. Mais tout le problème, est-ce qu'on peut finalement empêcher quelqu'un qui a les moyens et qui est sur cette terre de faire les réalisations qu'il veut sur sa terre? C'est toute la dialectique du développement. Notre département m'est très cher. Nous pouvons nous réjouir dans le Kounki d'avoir une élite responsable, une élite qui croit en ses racines. Et en témoigne, n'est-ce pas, par la présence, n'est-ce pas, où il n'y a qu'à voir. Vous savez, le Kounki, c'est l'un des rares départements où, que ce soit le lundi ou le dimanche, vous trouvez des personnes entreprenantes, des personnes qui sont sur place. Et je pense que même les statistiques, n'est-ce pas, de l'exode rural ne concernent pas tellement le Kounki. N'est-ce pas, les ressortissants de Kounki aiment le Kounki et vivent dans le Kounki. Je pense que vous êtes dans le département de Kounki et particulièrement à Bandjoun. Vous voyez le niveau d'infrastructure, que ce soit en route, que ce soit en tout ce qui peut avoir comme infrastructure de développement, quand même qu'à Bandjoun, le village, la population, toute personne confondue, contribue à ce que le village de Bandjoun soit développé. Si le patriarche Victor Fotso peut se réjouir d'être aujourd'hui l'un des rares fils du département du Kounki à avoir réussi à investir aussi bien dans son village, son département, sa région, son pays qu'au-delà du continent, il faut dire que son exemple en 50 ans a fait école. Il y a beaucoup de choses que je donne. Si je vois quelqu'un qui se débrouille, c'est un enfant, c'est ok, mais je l'aide, toujours. Je ne peux pas compter ça. Si ce n'était pas que c'est pour l'administration, je ne pourrais pas donner le montant pour ne pas décourager ce qui peut faire demain. Mais je peux quand même dire ce que les bâtiments ont coûté. Pas le meuble, parce que c'est encore fini. Vous voyez, par exemple, de tapis, il n'y a pas de tapis sur le sol. Et je peux vous dire que le bâtiment a coûté un peu plus de 3 milliards. Ça ne vaut pas la peine de dire que je fais des miracles. Il y a toujours des miracles. En ce qui concerne notre beau département où je suis d'origine, j'ai construit des écoles, j'ai construit des foyers et je n'ai fait que commencer. J'étais frappé de constater que le dispensaire, le centre de santé à Bandefam, ce qui tenait lieu de centre de santé, n'avait même pas de table d'accouchement, par exemple. À Bandefam, les femmes accouchaient à même le sol ou accouchaient sur des lits en bambou. Idem pour les malades qui avaient vraiment les rudiments, qui dormaient sur des matelas en paille dans ces chambres. J'ai été très choqué par cela, je dois avouer. Et je me suis dit, je ne peux pas rester insensible à cela. Après donc le centre de santé, ma priorité a été de pouvoir donner à chacun des Bandefam vivant à Bandefam l'accès à l'eau potable.
Et s'agissant justement du domaine de la santé, le département du Konki compte 29 centres de santé, dont 7 confessionnels. Sur le plan sanitaire, il y a eu une nette évolution. Beaucoup a changé sur le plan sanitaire. Parce que Banjul était avant, on n'avait que de cases de santé. Aujourd'hui, la population a presque triplé. Nous avons une population cible autour de 177 000 âmes. Et puis nous avons beaucoup de... Et le plateau technique a beaucoup évolué. Je prends par exemple le cas de district, où avant c'était des plaies qu'on pensait. Aujourd'hui, nous avons déjà, on fait beaucoup des opérations. Il y a des cas de hernie déjà, des cas d'appendicite, des cas de césarienne que nous faisons ici à l'hôpital. Et puis, nous avons trois gros hôpitaux. Il y a l'hôpital de district, il y a l'hôpital à Luchem, il y a l'hôpital de Mbo, où le plateau technique est vraiment très développé en ces 50 ans. Si l'hôpital protestant de Mbo-Banjoun est le plus ancien, puisque créé en 1928, c'est-à-dire 32 ans avant l'indépendance, il constitue avec l'hôpital à Luchem de Banjoun 2 puissantes structures sanitaires du département. L'hôpital à Luchem de Banjoun a été créé en 1957, ce qui fait que ça fait 53 ans que l'hôpital à Luchem de Banjoun existe. L'hôpital a commencé comme un dispensaire et c'était à l'époque à la Croix, donc en bas de l'église catholique, parce que nous sommes toujours en proximité avec l'église catholique. Et ça a commencé là-bas comme un dispensaire, c'était une maternité, le bâtiment est toujours là en briques rouges. Et c'est après, progressivement, qu'on a acquis cette portion de terre. En fait, c'est la chefferie qui a fait don à Luchem pour implanter l'hôpital tel qu'il est aujourd'hui. La philosophie de notre fondateur, le docteur Louis-Paul Ojoula, était de créer des structures sanitaires dans des zones rurales. Parce qu'on se disait qu'en ville, c'était plus facile d'avoir des soins adéquats, alors que dans les zones rurales, c'était plus difficile. C'est pour ça que vous allez remarquer que nos hôpitaux, les hôpitaux les plus anciens, sont toujours un peu en retrait des grandes villes. Donc ce n'est que depuis quelques années qu'on s'est rendu compte que les pauvres sont autant en ville que dans les zones rurales et on a commencé donc à s'implanter dans les villes. Il s'agissait d'une case de santé, telle que la première case est celle que vous avez vue à l'entrée de l'hôpital. Vous pourrez toujours prendre une vue tout à l'heure, et qui reste comme des vestiges au niveau de l'hôpital. Nous l'avons conservé pour mémoire. Il a progressé et à ce jour, c'est un grand hôpital comme vous pouvez le constater, avec toutes les unités que l'on retrouve dans tout hôpital qui se respecte. Nous avons une unité de kinésithérapie, de rééducation fonctionnelle pour être plus exact, une unité motorisée. Nous avons un appareil, une voiture qui permet la désincarcération, qui en quelques minutes permet de libérer des gens qui sont cloîtrés dans un véhicule, par exemple au cours d'un accident. Et nous avons également une ambulance totalement médicalisée qui permet le transport rapide des malades et pour leur meilleure prise en charge. En dehors de ces unités, nous avons toutes les unités que composent habituellement les hôpitaux, à savoir une maternité gynécologie, la pédiatrie, la médecine interne, la chirurgie, réanimation et les urgences. Des structures de recherche comme le Carré accompagnent l'œuvre médicale à travers des campagnes de santé communautaire. Évoquons dans ce registre le centre privé d'encadrement des personnes handicapées et déshéritées, l'Action de l'ESES, le centre de formation des enfants sourds et malentendants, et l'orphelinat de Mbo, qui encadre aujourd'hui près de 200 orphelins. Sur le plan éducatif, le département du Konki comptait en 1960 23 écoles primaires et maternelles et un établissement d'enseignement secondaire, le collège Élie Allégré de Mbo, créé en 1948. À l'époque, nous étions en plein contexte de la colonisation.
colonisation française. Et l'église évangélique du Cameroun n'existait pas à ce moment donné de l'histoire. C'est à partir de 1957 qu'on commencera à parler de l'église évangélique du Cameroun, puisque l'église africaine reçoit son autonomie à ce moment précis de l'histoire. Et le collège Élie Allégré, qui a d'abord commencé comme une école de pédagogie qui formait les enseignants pour l'église, a évolué avec un internat pour pouvoir former les élèves de manière à ce que ceux-ci puissent obtenir le BEPC à l'époque. BEPC qui leur permettait de devenir ou bien des cadres dans l'administration ou les cadres à l'intérieur de l'église évangélique du Cameroun. Depuis lors, notre établissement a beaucoup évolué, passant d'un établissement de premier cycle à un établissement de second cycle. Et je peux dire que la grande cohorte des cadres du Cameroun ont été formés ici. Je peux citer entre autres l'ancien secrétaire général de la présidence, Ebois Samuel, qui est passé par cet établissement. Monsieur Nonkwayep, qui est passé par cet établissement, parmi les grandes figures que nous pouvons encore citer aujourd'hui. En 2010, le département du Konki affiche dans son ensemble 121 écoles primaires et maternelles, 19 collèges et lycées et 2 instituts universitaires. L'Institut universitaire de technologie Photo-Victor de Banjoun et l'Institut supérieur de pédagogie Ipson, structure privée de formation des enseignants des lycées et collèges et spécialisés dans le recyclage du personnel de l'enseignement maternel. Cette volonté inébranlable des populations du département du Konki à doter leur département des structures et infrastructures modernes et futuristes pose cependant un autre problème, celui de la gestion des espaces, des terres cultivables, de la croissance démographique et des routes. Pour que Banjoun devienne une ville digne de ce nom, qui fasse honneur au département de Konki, dont il est en quelque sorte, si vous voulez, le chef-lieu, je crois, il est bon d'abord que les autorités en charge de la gestion de la ville dotent celle-ci d'un plan d'aménagement directeur. Et à partir de là, qu'un certain nombre d'infrastructures, si vous voulez, collectives, soient mises en place avant l'établissement des populations. Et par infrastructure collective nécessaire, j'entends la voirie. Une voirie digne de ce nom, des rues suffisamment larges pour supporter
si vous voulez, un trafic, si vous voulez, de voitures qui généralement déferle dans cette ville, surtout en période de week-end, car il faut avouer que Banjul et sa périphérie, tout le département de Nkonki d'ailleurs, dispose d'une puissante élite qui, le week-end, se déplace, retourne finalement dans le terroir d'origine pour soit contrôler un certain nombre d'intérêts qui sont des intérêts personnels, des intérêts familiaux, ou alors pour participer aux cérémonies d'enterrement. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, c'est principalement les affaires foncières. Les affaires foncières, autant je vous disais que le Banjul est très attaché au terroir. Donc maintenant, quand tout le monde s'intéresse au terroir, les terres ne grandissent pas, mais la population croît. Comprenez donc, chaque famille croît en nombre. Quand sa famille croît en nombre, et suivant que ces familles maintenant ont des possibilités voulant faire l'investissement, construire chacun un logement, comme les terres ne croissent pas, il va falloir que les enfants s'entendent pour résoudre le problème de lotissement. Sinon, le second problème, c'est le problème du chômage. Chômage des jeunes. Formés et non pas d'emploi. Non formés et non même pas des postes de manutention comme on trouverait ailleurs. Parce que le secteur industriel n'existe pas. Une population qui croît sans que les activités industrielles croissent. Je vous assure, c'est ça qui fait un peu mal. Pour réussir ce projet titanesque, il faudrait que la jeunesse qui assurera la relève soit une jeunesse responsable et dynamique, et non une jeunesse en manque de repères et de modèles. Ce que je peux recommander aux jeunesses camerounaises et camerounaises, écoutez sans bavarder, se laisser secret. Ne pas s'inventer, je suis ceci, je suis cela. Parce que tout pouvoir vient de Dieu, toute chance vient de Dieu. Dieu l'aime tous ces gens. Sinon, il ne pouvait pas vous faire naître dans ce monde. Et chacun devait copier ce qui est bon. Aux jeunesses, le plus important, c'est de travailler. Si vous êtes jeune, allez à l'école. Si vous allez à l'école, vous écoutez votre professeur, votre maître, vous pourrez devenir quelque chose. Mais il ne faut pas dire tout simplement que je vis le Camerounais riche, je vis ceci, cela. La richesse, c'est Dieu. Vous ne pouvez rien faire si on ne passe pas par l'école. Notre pays vous attend pour la construction et on sait comment vous êtes. Laissez la paresse, laissez des affaires inutiles. Trouvez-vous près de vos cahiers et vos bics. Vous allez trouver votre richesse, votre bonheur. À la jeunesse, tout ce que je peux leur dire, c'est de travailler et de travailler encore davantage. Car il n'y a que le travail et le travail seul qui peut faire progresser. Les jeunes doivent avoir de l'espoir et avoir un esprit de créativité, une détermination. Et ne pas se laisser tomber dans le piège de découragement. J'encourage les jeunes à faire les mathématiques, à faire la physique, parce que là, on peut encore recruter. Parce que nous avons tout le pipeline là. On devra recruter des jeunes capables de faire le contrôle. Nous avons des installations offshore. Vous voyez ce qui arrive maintenant aux États-Unis. Si nous n'avons pas les jeunes capables d'intervenir dans ce cas-là, nous risquons gros dans le futur, surtout aux femmes, les jeunes, mais surtout les jeunes femmes. Chaque femme doit bien former ses enfants et se former d'abord, parce que l'éducation est à la base de tout. Sachez très bien que
quel que soit le militantisme que j'ai pu faire, si j'avais pas eu le diplôme terminal, on ne m'aurait jamais nommé ministre. C'est-à-dire que si votre enfant doit aller à l'école, il doit aller à l'école jusqu'à obtenir le plus. Et pour nous les femmes, c'est le plus avec 3 croix. Mon souhait, c'est que les jeunes du conquis commencent par l'agriculture. Commencent vraiment par l'agriculture. Ils ont les terrains, personne n'est dehors. Même si ce n'est pas grand, ils peuvent donc faire l'agriculture, l'élevage. C'est la base même du développement économique. C'est même la base même de ce plan de relance économique. Le jeune doit comprendre que le Cameroun de demain est le sien. Et plus que quiconque, il doit lutter contre des pratiques dépassées et éviter la facilité. Être conscient du travail bien fait et se comporter sainement, notamment en évitant une vie de débauche. Se poser la question de savoir qu'est-ce que je fais pour ce pays et non la question de savoir qu'est-ce que ce pays a fait pour moi. Ça, c'est très important. Puisque nous autres, nous sommes déjà vers la courbe descendante. C'est pour les jeunes que nous œuvrons aujourd'hui. Et vous n'avez qu'à voir la récente publication du recensement démographique. Quand vous regardez la pyramide, quelle est la plus grande forme de la pyramide des âges? C'est celle des jeunes. Donc que les jeunes prennent leur destin en main et que nous qui avions déjà un certain niveau, que nous les accompagnons dans la réalisation de leur destin. Sur le plan culturel, le département du Conquis a réussi à travers Tswako, l'un de ses brillants sculpteurs, à dévoiler à sa manière la mascotte du cinquantenaire de l'indépendance et de la réunification. Ici, c'est le bon Dieu qu'on appelle Etoudi. Et ici, c'est la Coupe du Monde que nous sollicitons que le lion indomptable, de l'est à l'ouest, du nord au sud, qu'on remporte ce trophée pour amener à Etoudi. Donc j'ai représenté la carte du Cameroun, dont vous voyez du sud au nord. Sur le plan sportif, le département du Conquis, en 50 années d'indépendance, n'a pas été un parent pauvre. Grâce au richissime homme d'affaires Victor Foto, un super stade de football a été construit et sa gestion confiée à la municipalité. Stade de Banjoun, l'unique club de football qui a permis au département d'être connu aussi bien sur l'échiquier national que continental à une certaine époque, est malheureusement à la recherche d'un souffle nouveau, même si l'honorable Calvin Fouanding évoque une probable reprise en main de l'équipe. Je suis prêt à contribuer pour remettre l'équipe en première division. Le football, c'est un problème de moyens. Si toute l'élite Banjoun avec le patriarcat Foto, s'il convoque d'élite économique pour dire qu'est-ce que nous allons faire de stade Banjoun, je serai le premier, même si on me met à la tête, d'accepter. Quant à la petite reine, et sous l'impulsion de Sagayo Gabriel, la boucle de Banjoun, organisée en février en prélude du Tour cycliste international du Cameroun, fera désormais partie des compétitions sportives organisées par la commune de Pété Banjoun. S'il est donc établi, en mesurant le chemin parcouru 50 ans après, que d'énormes progrès ont été réalisés et que beaucoup reste à faire, tout porte à croire que des efforts conjugués au pluriel permettront aux élites du département de Conquis de faire de leur département un département émergent.
Mon souhait, c'est que enfin mon pays retrouve le chemin de la modernité en consolidant, en mettant en place et en consolidant un état de droit dans lequel les lois sont respectées et appliquées par et pour tout le monde, dans lequel la loi protège tout le monde et surtout dans lequel les populations ont le libre choix de leurs dirigeants de la manière la plus transparente possible. Les Camerounais de demain, pour la seule chose, c'est le travail. Vous savez bien qu'on ne peut pas parler que de la politique sans travail. C'est d'abord le travail qu'il faut faire. On avance. Et Dieu merci, nous sommes dans un beau département. Notre pays sera émergent au plus tard dans 20 ans. Ceux qui disent même 25 ans, c'est trop, 20 ans. Parce que dès qu'on va maîtriser l'énergie, le reste va suivre assez rapidement. Je dis, le Camerounais devait respecter l'aide payée. Parce que nous venons de dire ceci, indépendant. S'il n'avait pas la paix, vous pouvez faire quoi? Vous ne pouvez rien faire. Même si vous êtes riche, c'est rien. J'ai le souci que les souhaits du chef de l'État puissent arriver à leur accomplissement. C'est-à-dire que demain, aujourd'hui et demain, que le Cameroun soit un pays de paix, un pays de prospérité, un pays où l'unité et l'intégration nationale se vivent au jour le jour. Durant les 50 dernières années, nous avons édifié l'architecture de notre indépendance. Demain, nous allons lui donner le contenu économique et social qu'elle mérite. Notre peuple, qui a fait preuve de tant de courage et de patience, devrait y trouver, à travers une juste rétribution des fruits de la croissance, la récompense des sacrifices qu'il a consentis. Vive l'indépendance, vive le Cameroun.